Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours d'électrocinétique. Dans cette vidéo, on va parler d'un théorème très intéressant, très puissant et je pense le plus important dans l'électrocinétique. Alors ce théorème, c'est le théorème de Thevenin et le théorème de Norton. Alors, on va commencer par le théorème de Thevenin. Alors, pour ce théorème de Thevenin, considère que tout réseau linéaire est équivalent. Donc, linéaire, c'est-à-dire il contient des éléments linéaires, à savoir des résistances, des bobines, des condensateurs, des générateurs de tension et des générateurs de courant. Alors, tout réseau qui contient des éléments linéaires, on va considérer par exemple le réseau électrique suivant. Alors, ce réseau, selon Thevenin, peut être équivalent à un générateur de Thevenin de force électromotrice ETH et de résistance interne RTH. Alors, on va expliquer ça. Donc, si on considère le réseau suivant, supposons qu'on branche une charge RC, par exemple, une charge, une résistance, aux bornes de ce réseau. Alors, selon Thevenin, on peut remplacer ce réseau par un générateur de Thevenin qu'on va noter ETH en série avec une résistance interne RTH. Alors bien sûr, ici, on a la charge RC. Alors c'est ça le théorème de Thevenin. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment déterminer ETH et comment déterminer RTH. Donc déjà l'idée semble qu'il simplifie le réseau, quelle que soit sa complicité. On voit bien ici qu'on a un réseau complexe. On va le simplifier en utilisant le générateur de Thevenin. C'est ça l'idée du théorème de Thevenin. Alors la tension ETH représente la tension à vide, donc appelée aussi la tension à vide, lorsque la charge est débranchée, c'est-à-dire la tension qu'on va mesurer aux bornes du réseau lorsque RC est débranché. Alors sur le schéma, c'est cette tension, donc on va supprimer cette charge. C'est la tension qu'on va mesurer à vide lorsque la charge est débranchée. Cette tension, c'est ETH et des fois appelée E0. Alors pour RTH, c'est la résistance de Thevenin. Alors c'est la résistance équivalente du réseau lorsque tous les générateurs sont éteints. C'est-à-dire pour ce réseau, qu'est-ce qu'on va faire pour déterminer RTH? On va bien sûr débrancher la charge RC. On va atteindre ce générateur du courant. Alors vous vous souvenez bien que si on veut éteindre un générateur du courant, on peut le remplacer par un interrupteur ouvert. Donc, on va ouvrir cette liaison. Pour le générateur de tension, tout simplement, on le remplace avec un interrupteur fermé. Puis, on calcule la résistance vue entre ces deux points. On peut appeler ces deux points le point A et le point B. Donc, la résistance de Thevenin, c'est la résistance vue entre les points A et B. C'est la résistance RAB. Alors, pour bien comprendre cette démarche, on va appliquer ça sur un exercice d'application. Alors, on considère le circuit électrique qu'on a déjà traité en utilisant le théorème de superposition, les lois de Kirchhoff et le théorème de Mellmann. Alors, la question qui a été posée ici, c'est de déterminer l'intensité du courant qui traverse la résistance R3. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer cette fois-ci le théorème de Thevenin. Et on va considérer que R3, c'est la charge. Donc, l'objectif, c'est de déterminer l'intensité du courant
qui traverse la résistance R3. Alors, on va appliquer le théorème de Thévenin. On va considérer ça, c'est le réseau, c'est notre réseau, qui va être vu comme un générateur de Thévenin. Alors, dans un premier temps, on va déterminer tout d'abord la résistance de Thévenin. Pour déterminer la résistance de Thévenin, il faut éteindre toutes les sources de tension et toutes les sources de courant. Alors, la détermination de RTH. Alors, on va éteindre toutes les sources de tension qu'on a dans ce montage. Donc, c'est-à-dire, on va remplacer E1 et E2 par des interrupteurs fermés. Bien sûr, on va débrancher la résistance R3. Et on va considérer ces deux points, le point A et le point B. Donc, il faut déterminer la résistance vue entre le point A et B, donc RTH, c'est RAB, et on voit bien que R1 et R2 sont en parallèle. Pour ceux qui ont des difficultés pour distinguer s'il s'agit d'un montage en parallèle ou bien en série, on va injecter un courant fictif, alors imaginaire qui n'existe pas. Alors, je peux l'appeler IF, le courant fictif. Alors, ce courant va rencontrer le nœud ici. Il va se diviser en deux courants. Alors, lorsque le courant se divise, là, on parle d'un montage en parallèle. Donc, on peut dire ici que RAB, c'est l'association en parallèle de R1 et R2, qui va être égal R1 fois R2 divisé par R1 plus R2. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver 10 divisé par 7 ohms. C'est ça la résistance de Thévenin. Donc, vous notez que RTH, c'est 10 divisé par 7 ohms. Alors, maintenant, pour l'étape 2, c'est la détermination de ETH. Ou bien la tension à vide. Alors, le montage électrique est le suivant. Pour déterminer ETH, on va débrancher la charge R3 et on va déterminer la tension à vide, c'est-à-dire E0 ou bien ETH. Alors, pour déterminer ETH, on va s'appuyer sur le théorème de Mellmann qu'on a vu précédemment. Je vous conseille de revenir à la vidéo de théorème de Mellmann. Donc, c'est un théorème facile et simple à appliquer. Alors, pour déterminer E0, le théorème de Mellmann. Alors, on va prendre cette résistance R2. Elle est alimentée par la tension E2. Et la résistance R1 est alimentée par la tension E2. Donc, on va diviser E1 divisé par R1 plus E2 divisé par R2. Donc, ici, au dénominateur, on met la somme des inverses des résistances. Donc, 1 sur R1 plus 1 sur R2. Alors, si vous simplifiez cette expression, on trouvera que U0 est égal R2 fois E1 plus R1 fois E2 divisé par R1 plus R2. Alors, on fait l'application numérique. Alors, R2 c'est 5 fois E1 c'est 20 plus R1 c'est 2 fois E2 c'est 70. Le tout divisé par la somme des deux résistances qui est 7. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que U0 est égal 240 divisé par 7 volts. C'est la valeur de la tension de Thévenin. Alors maintenant, on a déterminé les paramètres de générateur de Thévenin, donc U0 et RTH. Donc on peut remplacer ce réseau par le générateur de Thévenin qui a une tension 240 divisé par 7 volts, une résistance en série avec sa résistance interne RTH 10 par 7 ohms. Et on aura le montage suivant. Donc, on a le générateur de Thévenin, donc ETH, en série avec sa résistance interne RTH. Et ici, on a notre résistance, la charge R3. Le courant qui circule dans R3, c'est le courant E3 qu'on cherche. Alors maintenant, on peut facilement déterminer le courant E3. On a un montage simple. Donc E3 sera égal ETH divisé par RTH plus R3. Alors on fait l'application numérique. ETH, c'est 240 divisé par 7 divisé par RTH.
on a trouvé déjà RTH, donc égal à 10 divisé par 7. 10 divisé par 7, plus la valeur de R3, qui est 10. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que I3 est égal à 3 ampères. C'est la même valeur qu'on a trouvée déjà avec le théorème de superposition et les lois de Kirchhoff. Alors maintenant, on va parler du théorème de Norton. Alors pour le théorème de Norton, c'est presque la même chose que le théorème de Thevenin. Alors il propose que tout réseau est équivalent à un générateur de Norton. Alors supposons on a le circuit électrique suivant. Alors au bord de ce circuit, on va brancher une charge qu'on va appeler RC. Alors pour Norton, ce réseau électrique va être équivalent au circuit suivant. Alors ce réseau est équivalent au générateur de Norton, qui va être un générateur du courant en parallèle avec sa résistance interne qu'on va appeler Rn. Alors le courant débité par ce générateur va être noté IN. Alors ici bien sûr la charge RC. Alors bref, pour Norton, chaque réseau, que ce soit sa complicité, va être vu comme un générateur de Norton en parallèle avec sa résistance de Norton. Alors bien sûr pour le courant IN, elle représente le courant du court-circuit. Donc c'est-à-dire il faut déterminer le courant lorsqu'on va court-circuiter la charge RC. C'est-à-dire on va la remplacer par un fil. Et pour Rn, c'est la résistance vue entre les points A et B lorsque toutes les sources sont éteintes. Donc IN, c'est le courant du court-circuit. Et pour Rn, c'est normalement la résistance de Thevenin lorsque toutes les sources sont éteintes. Alors maintenant, on va parler d'une notion très intéressante. Donc c'est la notion de l'équivalence qui existe entre le modèle de Thevenin et le modèle de Norton. Alors cette équivalence consiste à faire une transformation du modèle de Thevenin vers le modèle de Norton, ou bien l'inverse. Alors si on considère le générateur de Thevenin suivant, qui a une force électromotrice ETH et une résistance interne RTH. Alors ce générateur de Thevenin est équivalent à un générateur de Norton qui va débiter un courant I0 ou bien IN, le courant de Norton. Alors ce courant, sa relation avec ETH, c'est ETH divisé par RTH. C'est ça la relation entre les deux. Alors, la résistance interne de ce générateur ne va pas changer, c'est RTH ou bien Rn. C'est la même chose. Alors de même, si on a un générateur, donc ici le générateur de Norton. Alors de même, si on a un générateur de Norton qui a les caractéristiques EN, Rn, alors pour le transformer au générateur de Thevenin, on aura un générateur dans lequel ETH sera égal à Rn fois le courant IN. Et bien sûr, la résistance de Thevenin va être la résistance de Norton. Alors, cette transformation Thevenin-Norton, c'est très intéressant, surtout dans les exercices. Alors, on verra cette transformation dans un exercice d'application. Alors, pour bien comprendre l'équivalence entre le modèle de Thevenin et le modèle de Norton, je vous propose un deuxième exercice d'application. Ici, on a le montage suivant. On va brancher une résistance R au bord des points A et B. La question demandée, c'est de déterminer le courant qui va circuler dans la résistance R. Alors, la résistance R, on va considérer que R est égal à 10 ohms. Donc, il faut chercher l'intensité du courant I qui circule dans cette résistance. Alors, on va utiliser la méthode des transformations successives. Alors, pour simplifier ce montage, on va considérer donc le modèle de Norton. Ici, on a un générateur de Thevenin, donc qui a une force électromotrice E en série avec deux résistances. Donc, on va associer ces deux résistances dans un premier temps, puis on va transformer ce générateur de Thevenin en générateur de Norton. Et on aura le montage suivant.
Alors, on va associer ces deux résistances qui sont en série. Donc, et on aura la résistance équivalente des deux résistances, alors qu'on va appeler R équivalent. Sa valeur, bien sûr, va être égale à la somme des deux résistances R1 et R2. Donc, c'est 10 plus 10, ça donne 20 ohms. Alors maintenant, on peut faire la transformation de ce générateur à un générateur du courant, donc un générateur de Norton, et on aura le montage suivant. Alors, ce générateur de Thevenin, de force électromotrice E et de résistance interne 20 ohms, va être remplacé par le générateur de Norton qui va avoir les caractéristiques suivantes. Le courant de Norton, qu'on va noter IN, va être E divisé par 20. Alors ça donne, alors pour E, c'est 10 volts, divisé par 20, alors ça donne 0,5 ampères. Alors on va remplacer ce générateur de tension par un générateur de courant en parallèle avec cette résistance. Donc c'est ça la transformation Thevenin-Norton. Alors on aura le montage suivant. Alors on va supprimer ce générateur de Thevenin et on va le remplacer par un générateur de Norton en parallèle avec la résistance 20 ohms. Alors ce générateur de Norton, comme on a dit, il va débiter un courant. Donc sa valeur, on l'a trouvé déjà, donc c'est 0,5 ampères. Et la résistance qui va être en parallèle à ce générateur, c'est la même résistance de Thevenin, donc c'est 20 ohms. On peut encore simplifier ce montage en faisant l'association des deux générateurs du courant et les résistances qui sont en parallèle. Donc on aura le montage électrique suivant. Alors on peut déplacer ce générateur du courant à la place de la résistance 20 ohms et ce 20 ohms va être associé avec ces deux résistances qui sont en parallèle. Donc ici, si on associe ce générateur du courant et ce générateur du courant, on va additionner tout simplement les courants. Mais il faut faire attention ici que les deux courants sont inversés. C'est-à-dire, on va donc noter 0,5 ampères moins 0,1 ampère pour avoir un seul générateur qui va être ou bien qui va débiter un courant de 0,4 ampères. Donc, on aura le montage électrique suivant. Donc, l'intensité du courant total qui va être débité par les deux générateurs va être, comme on a dit, 0,4 ampères. Alors, et cette résistance, donc on va supprimer ce générateur. Maintenant, on va associer les trois résistances qui sont en parallèle. Alors, on va calculer la résistance équivalente. Alors, tout d'abord, on va calculer la résistance équivalente entre la résistance R3 et la résistance R4. Et on aura, alors on va l'appeler R équivalente, qui va être en parallèle avec 20 ohms. Alors, on va supprimer ces deux résistances, R3 et R4. Alors, la résistance équivalente, c'est R3 fois R4 divisé par R3 plus R4. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que R équivalent est égal à 20 ohms. Et maintenant, on peut associer ces deux résistances qui sont en parallèle et on va avoir le montage suivant. Donc maintenant, c'est facile de déterminer le courant I en utilisant le diviseur du courant. Alors la règle de diviseur du courant, donc I est égal à la résistance qui est en face à ce courant, c'est-à-dire 10 ohms, divisé par 10 ohms plus cette résistance qui représente la charge, donc c'est 10, fois l'intensité du courant de la branche principale, c'est-à-dire 0,4 ampères. Alors, si vous faites le calcul, vous allez trouver que I est égal à 0,2 ampères. Alors, on va finir cette vidéo par un troisième exercice d'application. Alors, on va considérer le circuit électrique suivant. On a deux générateurs et des résistances. Alors, la question demandée dans cet exercice, c'est de déterminer le courant I3, le courant qui circule dans la résistance R3, en utilisant deux méthodes. Dans un premier temps, on va résoudre l'exercice en utilisant le théorème de Norton et on va retrouver le résultat en utilisant le théorème de Thevenin. Alors, commençons par le théorème de Norton.
Alors, je rappelle l'énoncé du théorème de Norton. Alors, Norton, qu'est-ce qu'il considère? Il dit qu'il faut débrancher la charge. Donc, on va considérer que R3, c'est la charge, puisqu'on cherche le courant qui circule dans R3. Donc, on va court-circuiter la charge R3, c'est-à-dire on va la remplacer par un fil, puis déterminer le courant du court-circuit. Donc, c'est le courant de Norton, IN. Et pour Rn, la résistance de Norton, il faut atteindre toutes les sources, puis calculer la résistance vue entre les points A et B. Alors, on va commencer tout d'abord par la détermination du courant de Norton. Donc, on va remplacer cette charge par un fil. Donc, il faut court-circuiter la charge. Donc, on aura le montage électrique suivant. Donc, on va supprimer la charge R3 et on va la remplacer par un court-circuit, c'est-à-dire un fil. Donc, ici, on dit qu'on a court-circuité la charge. Alors, le courant qui va circuler dans ce fil, c'est le courant qu'on va appeler le courant de Norton ou bien le courant du court-circuit. Donc, IN. Donc, il faut déterminer ce courant. C'est celui qui va aider pour établir le modèle de Norton ou bien le générateur de Norton. Alors, on va représenter les courants qui circulent dans ce montage. Donc, là, c'est le courant I1. Ici, le courant I2. Alors, ce courant, c'est I2. Et bien sûr, pour déterminer le courant IN, on va utiliser la loi du nœud. Donc, on va utiliser le nœud A. Alors, en appliquant la loi du nœud dans ce point, on a le courant I1, c'est un courant entrant. IN et I2, ce sont deux courants sortants. Et on sait bien que la somme du courant entrant est égale à la somme du courant sortant. Alors, dans ce cas, on peut noter I1 est égal à la somme du IN plus I2. Alors, pour trouver IN, d'après cette formule, on peut noter que IN est égal à I1 moins I2. Maintenant, il faut chercher I1 et I2 pour déterminer IN. Alors, pour déterminer I1 et I2, on va utiliser tout simplement la loi des miles. Donc, on va utiliser cette mile pour déterminer I1 et cette mile pour déterminer I2. Alors, commençons par la première mile. Alors, on va représenter les tensions dans cette mile. Alors, cette tension, alors ici, c'est la tension R1 fois I1. Et ici, la tension R2 fois I2. Donc, on va appeler, ou bien on va noter ces tensions. Donc, cette tension, c'est R1 fois I1, d'après la loi d'Ohm. Ici, c'est R2 fois I2. Alors, dans la première mile, on aura E1 moins R1 fois I1 est égal à 0. C'est-à-dire, I1 va être égal à E1 divisé par R1. Donc, c'est simple. La même chose pour la mile 2. Alors, on aura E2 moins R2 fois I2 est égal à 0. Donc, on aura I2 est égal à E2 divisé par R2. Alors, maintenant, on revient pour remplacer dans l'expression du IN. I1, c'est E1 divisé par R1 moins E2 divisé par R2. C'est ça l'expression du IN. Alors, on peut noter cette expression de cette façon. IN est égal à R2 fois E1 moins R1 fois E2 divisé par R1 fois R2. Donc, c'est ça l'expression du IN. L'intensité qui va être débitée par le générateur de Norton. Alors maintenant, il reste à déterminer la résistance de Norton. Comme on a dit, il faut éteindre toutes les sources et essayer de déterminer la résistance vue entre les points A et B. C'est ce qu'on va faire et on va obtenir le montage électrique suivant. Alors, comme vous savez, pour éteindre le générateur E1, puisqu'il s'agit d'un générateur de tension, donc on va le remplacer par un fil. De même pour E2,
c'est un générateur de tension, donc il faut le remplacer par un fil. Et pour la résistance R3 qui représente la charge, il faut la débrancher. Alors maintenant, il faut déterminer la résistance vue entre les points A et B. Bien sûr, pour ne pas se tromper, je vous conseille toujours d'injecter un courant fictif, un courant imaginaire. Et on verra si ce courant se divise, donc il s'agit d'une association en parallèle. Sinon, si ce courant ne se divise pas, bien sûr, donc c'est une association en série. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va injecter un courant fictif ici, que je peux appeler IF, fictif. Alors ce courant va rencontrer ce nœud et elle va se diviser à deux courants. Donc ici, on parle d'une association en parallèle. Donc la résistance de Norton, c'est tout simplement R1 en parallèle avec R2. Alors en appliquant la règle de l'association en parallèle, on peut noter que Rn, c'est R1 fois R2 divisé par la somme des deux résistances, R1 plus R2. Alors maintenant, on a déterminé les paramètres du générateur de Norton, IN, IRN. Donc, on peut remplacer ce réseau par un seul générateur du courant qui va débiter IN en parallèle avec la résistance de Norton. Donc, on aura le montage simplifié suivant. Alors, ce montage va être équivalent au montage suivant. Alors, ici, le générateur de Norton qui va débiter le courant IN qu'on a trouvé. Et cette résistance qui va être en parallèle à ce générateur, c'est la résistance de Norton Rn. Alors, entre les bornes de ce générateur, on a branché la charge R3. Alors, ici, on peut noter les courants qui circulent dans ce réseau. Donc, ici, c'est IN. Ici, c'est le courant E3 qu'on cherche à déterminer. Alors, maintenant, c'est simple. Pour déterminer E3, on va s'appuyer sur le diviseur du courant. Alors, on va appliquer le diviseur du courant. On va noter E3 est égal. Alors, E3, la résistance qui est en face de E3, c'est Rn. Donc, on va noter Rn divisé par Rn plus R3 fois le courant de la branche principale qui est IN. Et on remplace Rn par son expression. De même pour IN. Alors déjà, on a trouvé que Rn, c'est R2, R1 divisé par R1 plus R2. Alors divisé par R1, R2, R1 plus R2 plus R3 fois IN qui est R2, E1 moins R1, E2 divisé par R1 fois R2. Alors si vous simplifiez cette expression, vous allez trouver que I3 est égal à R2E1 moins R1E2 divisé par R1R2 plus R1R3 plus R2R3. Alors c'est ça l'expression du I3 en utilisant le théorème de Norton. Alors bien sûr, ce générateur, c'est le générateur de Norton. On a simplifié ce réseau pour se rendre dans cette situation pour qu'on puisse appliquer facilement le diviseur de courant. Donc ici, le générateur de Norton. Alors maintenant, il faut retrouver ce résultat en utilisant le théorème de Thevenin. Alors je vous rappelle du théorème de Thevenin, le principe du théorème de Thevenin. Il faut débrancher cette résistance R3 et calculer la tension à vide. Pour la résistance, on ne va pas la recalculer. Déjà, on a dit que la résistance de Norton, c'est effectivement la résistance de Thevenin. Donc, le seul paramètre qu'on va déterminer ici, c'est la tension à vide lorsque la résistance R3 est débranchée. Donc, on va essayer de débrancher cette résistance, puis calculer la tension à vide. Alors, cette tension, la tension UAB, c'est la tension à vide. C'est la tension qu'on va appeler ETH. C'est la tension de Thevenin. Donc, il faut déterminer
cette tension. Alors, la méthode la plus simple ici pour déterminer ETH, je pense, c'est le théorème de Mellmann. Donc, on va appliquer le théorème de Mellmann. Alors, ce théorème de Mellmann dit que ETH est tout simplement, donc il faut prendre cette tension divisée par R1 et cette tension divisée par R2. Donc, on peut noter E1 divisé par R1. Alors, la tension ou bien R2 est alimentée par la borne négative de la tension E2. Donc, il faut mettre un moins ici, E2 divisé par R2. Pour ceux qui ont des difficultés ou bien ne savent pas comment appliquer le théorème de Mellmann, déjà, vous retournez vers les vidéos précédentes. J'ai bien expliqué le théorème de Mellmann. On a fait des exercices d'application. Donc, je vous conseille de revenir à cette vidéo. Donc, divisé par la somme des résistances. Donc, c'est 1. L'inverse des résistances, donc 1 sur R1 plus 1 sur R2. C'est ça le théorème de Mellmann. Donc, si vous simplifiez cette expression, vous allez trouver que ETH est égal, alors R2 fois E1 moins R1 fois E2, divisé par la somme des deux résistances, donc R2 plus R1. Alors, ETH, c'est la tension du générateur de Thevenin, qui va être en série avec la résistance de Thevenin. Alors, donc, on aura le montage simplifié de ce circuit en utilisant la notation ou bien le modèle de Thevenin. Donc, on aura un générateur de force électromotrice ETH qu'on vient de calculer en série avec la résistance de Thevenin, RTH. Bien sûr, ce RTH, c'est la même résistance de Norton. Donc, on ne va pas recalculer cette résistance. Je rappelle que RN, RTH, pardon, on a trouvé R1 fois R2 divisé par la somme des deux résistances. Alors, c'est ça le modèle de Thevenin. Donc, on va brancher en série la résistance R3. Alors, bien sûr, le courant qui va circuler dans la résistance R3, c'est le courant I3 qu'on cherche. Alors, maintenant, c'est simple pour déterminer le courant I3. Si vous appliquez la loi d'Émile, moi, je vais appliquer la règle directement. Je vous donne l'expression du I3. Donc, va être égal ETH divisé par RTH plus R3. Et on remplace chaque grandeur par son expression. Alors, si vous simplifiez cette expression, vous allez trouver la même expression qu'on a trouvée précédemment par le théorème de Norton. Alors, comme vous voyez, le théorème de Thevenin et le théorème de Norton sont deux théorèmes qui sont très puissants, surtout pour les montages qui sont complexes. Donc, elles permettent de simplifier n'importe quel circuit. Alors, cette vidéo arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de laisser un like pour me soutenir. N'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne si vous voulez plus de vidéos concernant l'électrocinétique et l'électronique analogique. Alors, la prochaine vidéo, on va parler des circuits électriques linéaires dans le régime variable, dans le régime sinusoïdal. Alors, on se retrouve à très bientôt.